à tous, quand même. Bienvenue. Je vous avoue que nous, ici, toute l'équipe de chez Simone, nous sommes en joie. Je le dis officiellement, nous sommes vraiment en joie de vous accueillir aujourd'hui, déjà en présentiel. Et aussi pour ce premier événement de la rentrée, pour cette première causerie du campus. J'en profite, petit reminder pour vous rappeler le campus, qu'est-ce que c'est. Le campus, on l'a imaginé comme un espace d'échange, de partage, mais aussi d'inspiration pour vous donner à toutes le pouvoir d'être alignés, de tracer votre propre trajectoire, mais aussi de mieux comprendre le monde de demain. Tous les mois, on vous donne rendez-vous pour 3 événements, tous les mardis précisément, 3 événements autour de 3 thématiques, l'impact positif, l'empowerment et le développement personnel. Ce soir, on va se parler donc d'empowerment avec comme sujet rentrée 2021 vers des possibles et au-delà. C'est une thématique qui, moi, me tient personnellement à cœur parce que je pense qu'on peut se dire entre nous que depuis 20 mois, on vit une période exceptionnelle, historique, unique, bref, qui nous marquera toutes, je pense, qui, au-delà de nous marquer, nous a chamboulés, nous a un peu fragilisés. Une période éprouvante où on a appris beaucoup de choses sur nous, on a fait face à nous. Une période qui a eu un impact sur nos relations sociales, sur notre rapport à nous-mêmes, sur notre rapport au monde. Mais je pense une période aussi qui nous a renforcés quelque part, qui nous a peut-être permis d'oser certaines choses, de se dépasser, de tenter des trucs qu'on n'aurait peut-être pas tenté par ailleurs. Bref, moi je suis convaincue personnellement que de cette période, on en sortira toutes différentes. Et pour en témoigner, ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir 3 nanas incroyables. Floriane, qui est fondatrice de C'est du Joli, Céline, qui est fondatrice de Bao Family, et enfin Élise, qui est fondatrice de Friandises. Et ce que je voulais vous dire également, c'est que normalement, nous sommes connectés à Instagram. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Alors, je vous précise qu'à la fin de cette causerie, on aura un temps d'échange, de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, vous qui êtes connectés, à commenter, à laisser toutes vos questions qu'on adressera à nos 3 invités. On vous sollicitera aussi par ailleurs tout au long de cette causerie. Et pour démarrer cette causerie, en fait, j'ai fait face à un gros dilemme. Je me suis dit, est-ce que je vous présente au travers d'un portrait rigolo, décalé, où j'y aurais réfléchi pas mal de temps, ou est-ce que je vous laisse le faire? Ce que vous ferez sans doute mieux que moi. Et j'ai eu Floriane au téléphone, qui m'a glissé. Vous pouvez la regarder. Vous pouvez la regarder. Floriane, tu m'as glissé l'idée de vous faire un pitch. Et je me suis dit, ça c'est une bonne idée. Alors, je vous préviens, Élise et Céline, que Floriane a une petite longueur d'avance parce que l'exercice du pitch, elle l'a expérimenté à peu près 150 fois avec Switch Collective. Oui, mais quand même. Tu connais plutôt bien l'exercice. Bref, ce que je vous propose donc, c'est un pitch pour vous présenter. Vous avez 3-4 minutes max. Je lancerai pas le chrono, je vous fais confiance. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est qui se lance? Moi, a priori. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Floriane, j'ai 37 ans, je suis très parisienne. Je vais commencer par la partie professionnelle. Donc, j'ai passé mon bac, fait une école de commerce et j'ai passé beaucoup de temps dans la communication digitale. Création de contenu, l'animation sur les réseaux sociaux, c'était vraiment un truc qui me passionnait, l'aspect communautaire notamment. Donc voilà, on termine chez Simone 10 ans après, mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur de savoir comment fonctionnaient les gens sur les réseaux sociaux. Et on appelait encore ça le 2.0 à l'époque. Donc c'était la grande époque des blogs, Instagram n'était pas encore tout à fait là, tout le monde découvrait Facebook, enfin bref, voilà. Donc période hyper intéressante. Et à 29 ans, j'ai décidé que les agences, c'était chouette, mais j'avais envie de voir autre chose. Donc, j'ai lancé une première boîte avec 2 associés dans la couture. Hyper intéressant, hyper bizarre, parce que je n'avais évidemment jamais touché une machine à coudre de ma vie. Mais en fait, j'ai rejoint mes 2 associés qui, eux, avaient en tête de révolutionner le monde de la couture et qui voulaient créer une marque un peu sympa pour les femmes. Et en fait, moi, j'étais passionnée par l'idée de remplir une feuille blanche et d'y mettre un peu ma patte. J'ai donc découvert ce monde de la couture, hyper sympa, ça a duré un peu plus de 3 ans.
On a vécu toute la partie Startup Nation, on était à Station F, on a fait des levées de fonds, on était dans des incubateurs. Enfin, c'était vraiment hyper intéressant. Et l'aventure s'est terminée, mais j'en garde un hyper bon souvenir. Je suis toujours très proche de mes 2 associés, donc comme quoi, ça peut aussi bien se passer. Et donc, après, il a fallu manger. Et je n'avais plus de chômage puisque je les avais déjà passés dans ma première aventure entrepreneuriale. Je suis donc devenue freelance. Et donc, freelance où j'ai travaillé notamment pour Switch Collective, j'ai travaillé pour des agences, je donnais des cours. J'avais besoin, après avoir passé plusieurs années à très mal gagner ma vie, j'avais besoin de gagner beaucoup d'argent chaque mois. Et donc, je n'arrivais pas à dire non. Donc, globalement, tout ce qu'on me proposait, je prenais. Et ça a duré à peu près 2 ans. 2 ans pendant lesquels je m'étais dit, ce sera temporaire. Et donc, au bout d'1 an de temporaire, je me suis dit, ok, super, et maintenant, je fais quoi? Donc, j'ai commencé à regarder dans des CDI, des offres de poste, mais je trouvais rien qui me correspondait vraiment. Donc, je me suis dit que j'allais retourner dans ce monde merveilleux de l'entrepreneuriat. Et un peu malgré moi, parce que je ne me suis jamais sentie entrepreneuse, j'ai réfléchi de manière très start-up à quel est mon problème et comment est-ce que j'ai envie de le résoudre, déjà pour moi, et après, est-ce que d'autres personnes pourraient être intéressées par les solutions que je trouve. Et figurez-vous qu'à 35 ans, ce qui me préoccupait beaucoup, c'était mes premières rides. Donc, je me suis lancée dans des réflexions autour de la beauté, autour de « Ok, j'ai 35 ans, donc je suis encore un peu jeune, mais en même temps, est-ce que j'ai encore l'âge de mettre un short en jean Est-ce que je peux mettre une banane comme les jeunes ?» Donc maintenant, c'est obvious, tout le monde là, la banane. Mais il y a 2 ans, c'était encore un peu... On ne savait pas trop. Mon beau-fils se moquait de moi en mode « Elle est sympa !» Elle se prend encore pour une jeune. Et donc, toutes ces questions autour de comment je continue à me sentir jolie en vieillissant. Et dans le monde de la beauté, il y avait soit on met des crèmes de plus en plus chères au fur et à mesure des rides qui arrivent, soit on passe au botox ou à l'acide, ce qui ne me correspondait pas du tout. Et donc, j'ai décidé de me former à des techniques plus manuelles qui ont un vrai résultat esthétique. Et donc, je me suis notamment lancée dans des massages où je fais moi-même le massage, puisque, ce que je te disais tout à l'heure, pareil, en fait, c'est un nouvel univers pour moi, mais j'ai besoin de me rémunérer dessus. Et donc, les massages, c'est une première manière d'y aller. Et depuis, je fais ça à temps plein depuis janvier. Et j'aurai le temps d'en reparler. Je sais pas trop, mais écoutez, pour le moment, ça me plaît. Donc, on verra où j'irai. Voilà pour cette première introduction. Céline, c'est ton pitch. Bonjour à toutes. Je suis hyper émue de vous voir là. Ça fait trop plaisir. Donc j'ai 31 ans. Donc j'ai fondé les restaurants Petit Bao, Gros Bao et la marque de livraison Bao Delivery il y a 2 ans et demi. Avant ça, ça a été un switch. Je venais absolument pas du milieu de la restauration. J'ai fait un parcours classique, école de commerce, conseil pendant 3 ans où j'ai bossé pour des projets d'organisation management pour des grosses boîtes, Carrefour Total, à La Défense. Pour moi, c'est très dur. Au bout de 2 ans de ça, j'ai compris que c'était pas pour moi. Et en fait, moi, je pense que j'ai la fibre entrepreneuriale depuis que je suis assez jeune. Mes parents, en fait, ont tenu la boutique de mon grand-père qui était dans le Marais. C'était une maroquinerie à côté de la rue du Temple. J'ai grandi en fait dans cette boutique-là. Et donc, en fait, depuis que je suis petite, je traîne dans les cartons, je parle avec des clients. Et je crois que j'avais, depuis petite, ce rêve en fait d'avoir mon propre lieu. Mais je ne savais pas du tout dans quoi. Clairement, j'étais perdue. Par contre, je savais que je ne voulais pas reprendre l'entreprise familiale parce que c'était quelque chose que mes parents avaient construit. Et je pense que j'avais besoin, moi, de construire mon propre projet, un projet qui, moi, me parle. Et du coup, après 2 ans de conseil, je me suis posé la question de quel type de projet je voulais monter. Donc, j'avais mon petit carnet, j'écrivais toutes mes idées. Quand je me baladais dans la rue, dès que j'avais une idée, je la notais. Et puis, j'essayais de pousser le projet en espèce de mini business plan, business model pour voir en fait si ça avait du sens. Et en fait, 6 projets sur 10 étaient autour de la food. Je ne savais pas encore trop pourquoi à l'époque. Et en fait, j'ai compris que j'avais un lien particulier à la nourriture et en fait à la cuisine. Parce qu'en fait, je suis française d'origine chinoise. Et en fait, j'ai compris que dans la culture chinoise, en fait, la cuisine, c'est le langage de l'amour. C'est-à-dire que
Enfin voilà, dans la culture chinoise, on se dit jamais je t'aime, on n'exprime absolument pas ses émotions, ses sentiments, on est de marbre, tout va bien, tout le temps, on va bien. Et en fait, j'ai grandi en fait dans cet univers-là, dans cette ambiance-là, et en fait, j'ai compris que en fait mes parents m'aimaient, sauf qu'ils ne m'exprimaient pas, voilà, comme d'une manière normale, comme je voyais dans les films, quoi. Et ils m'exprimaient en fait vraiment à travers la cuisine. C'est-à-dire que voilà, pour dire je t'aime, ils offrent des plats. Ils te demandent est-ce que tu as bien mangé, est-ce que tu veux manger quelque chose. Tiens, je te fais ça, goûte ça. Et en fait, j'ai passé ma vie à manger. Et, par politesse, en fait, je disais oui parce que clairement, ça faisait plaisir à ma famille, mes parents. Et donc, en fait, je pense que mon rapport à la nourriture est venu comme ça et je l'ai compris vraiment dans une espèce de quête d'identité, du coup, un quête de projet qui avait du sens pour moi. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de monter un restaurant chinois à Paris. Ça me permettait aussi de faire le lien entre mes deux cultures. Du coup, voilà, ma culture d'origine que je voulais vraiment partager avec les Parisiens. Et c'était vraiment un moyen pour moi à la fois de m'exprimer, de montrer tout ce que j'aime de ma culture. Et surtout, j'avais fait un voyage à Shanghai. Enfin, pendant 6 mois, j'ai fait un échange là-bas et j'ai eu l'occasion de découvrir les identités culinaires de chaque région. Et en fait, c'est vraiment là-bas que j'ai compris que la cuisine chinoise était hyper complexe, hyper savoureuse, hyper bonne, et que malheureusement, en fait, on ne valorisait pas cette cuisine-là voilà, dans toutes les capitales du monde. Et en fait, j'avais envie, quand je suis rentrée de Shanghai, de manger ce que je mangeais là-bas, parce que ça me faisait vraiment trop plaisir, mais dans des lieux où moi j'aime aller. C'est-à-dire des lieux avec la déco hyper moderne dans lesquels on se sent hyper bien, où tu vas avec tes potes, tu peux rester des heures, où tu bois des coups. Et en fait, ça n'existait pas. Et donc, c'est de là qu'est née l'idée, finalement, du premier restaurant Petit Bao. Donc, c'est un restaurant chinois, cool, dans des, dans des designs entre Paris, Shanghai, Hong Kong, avec des produits bien sourcés, mais des recettes authentiques. Et voilà, donc l'histoire de Petit Bao est née comme ça. Je connaissais rien du milieu de la restauration, je connaissais rien du milieu de la cuisine. Moi, j'étais plutôt de l'autre côté, j'adorais manger et j'allais tout le temps au restaurant. Et ça a été finalement 1 an et demi de moi de parcours après que j'ai démissionné du conseil dans la restauration, où j'ai travaillé pendant 1 an en tant que bras droit des fondateurs de Paris-New York, donc les restos de burgers. Et ensuite, je suis allée prendre des cours de cuisine à Shanghai pour faire la carte du resto. Et j'ai rencontré mon associé à ce moment-là. Et l'aventure a commencé. Merci beaucoup. Élise, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Élise, j'ai 38 ans déjà. Alors, j'ai eu plusieurs vies aussi, c'est drôle, tout un peu comme ça, je pense. Je voulais faire une carrière dans le cinéma ou dans le tourisme. Donc j'ai postulé donc j'ai fait des études de tourisme, j'ai voyagé, j'ai vécu à l'étranger un petit peu. Je me suis dit cinéma, tourisme, je vais postuler pour le festival de Deauville, pour l'agence qui organisait ça. Et puis j'ai pas du tout été prise à ce département-là. Et puis du coup j'ai commencé ma carrière dans l'événementiel un peu par hasard. Et j'ai fait du voyage, j'ai organisé des séminaires d'entreprise, ce genre de choses. J'ai fait 2 stages, 5 CDD, et au bout du 5e CDD, c'était la crise de 2009. Donc autant vous dire que c'était pas un moment où voilà, c'était facile de trouver du boulot. Donc on m'a proposé un CDI quand même dans cette boîte-là en 2009. Donc j'ai dit oui, j'ai dit génial, le Graal, tout le monde voulait un CDI. Et j'ai détesté ça, en fait. Je me suis retrouvée avec les mêmes clients relous chaque année, des choses que je voulais absolument pas faire. Je travaillais pour des ministères, c'était chiant à mourir. Et moi, je voulais faire le Festival de Cannes, en fait, puisque j'avais toujours cette idée dans la tête de faire du cinéma, enfin, d'approcher un petit peu le cinéma. Donc, j'ai eu une révélation une nuit, vraiment, ça a vraiment fait ça. Je me suis réveillée, j'ai pas dormi de la nuit, je me suis réveillée et j'étais en vacances avec des potes à Lisbonne, je m'en souviendrai toute ma vie, et j'ai dit à mes potes, mais c'est bon les filles, en fait j'ai résolu mon problème mental, là. En fait je vais me lancer en freelance. Et donc à l'époque c'était pas très à la mode, en fait on est là en 2010, c'est pas encore, l'auto-entreprise existe à peine, c'est pas encore dans l'événementiel, on est des intermittents du spectacle en fait à la base, donc voilà, le milieu freelance n'existe pas vraiment.
Mais je me lance parce que j'avais des copines qui faisaient ça. Et puis je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Puis j'avais un peu la fibre entrepreneuriale aussi depuis toute petite. On me disait, oh, t'es un peu bossy quand même. Hein, t'as un côté un peu... Donc bon, bah, je l'avais pris pour moi, c'est très bien, c'est une qualité. Donc finalement, je me suis dit, bah, je vais être mon propre patron et je vais pouvoir choisir ce que je veux faire. Et puis je vais... voilà. Et au bout de premier jour où je me lance en freelance, premier jour de mission chez Publicis, j'enchaîne. Et au bout de, je sais pas, un mois, on me propose le Festival de Cannes. Bon, bah, ça démarre plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Bon, pas le festival, hein, je gérais les égéries L'Oréal pendant le Festival de Cannes. Mais j'étais au Martinez, quoi. C'était cool. Donc j'ai vu Belmondo en vrai, hein, juste si on peut en parler. Donc voilà. Et donc voilà, je commence ma carrière en freelance, je fais plein de choses hyper intéressantes, je vais à l'étranger, effectivement, je m'épanouis vraiment dans ce statut-là. Donc on est en 2011, quelque chose comme ça. Et puis en 2014, je me dis, tiens, c'est bizarre, on a une façon hyper archaïque de recruter des freelances. Disons qu'il y avait des cabinets de recrutement, il y avait des sites de recrutement pour les CDI, mais je me dis, ben, mince, en fait, pour recruter un freelance, c'est un peu... les vieux répertoires des agences qui sont jamais mis à jour, avec les gens qui sont partis à Bordeaux, qui sont devenus ostéopathes ou je sais pas quoi. Donc en fait, au final, c'est jamais assez pertinent. Je me suis dit, mais c'est un peu con. En fait, on devrait faire une base de données partagée que les agences. Je trouvais ça logique en fait. Et comme j'avais fait plusieurs sites internet, le premier étant en 1999 sur mon prof d'histoire géo en terminale, j'avais pas trop peur de faire des sites internet. Je me suis dit, bon, bah, je demande à mon beauf, il va me faire ça en 2-3 mouvements et il va me faire un site. Et du coup, je commence avec l'idée de créer une sorte de collectif de freelance qui irait travailler pour des annonceurs et qui proposerait des services de logistique événementielle. Alors, j'ai tout un business plan et tout. Et après, je dis à un pote, j'envoie un mail à tout le monde en disant... inscrivez-vous les amis, j'ai créé un site, bienvenue dans le monde de la friandise, et puis voilà, en disant bienvenue dans le monde des freelances. Et tout le monde me dit mais c'est génial, tu devrais en faire quelque chose, lance friandise, c'est un super nom, et tout. Je fais ok, très bien, je recommence le site, donc je refais le site, je le lance, et effectivement il y a quand même une certaine demande qui arrive assez rapidement sur des groupes comme Havas, comme pour les plus connus, hein, parce que c'est vrai que les agences d'événementiel, on commence à savoir que ça existe, mais c'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas trop. Donc Havas, Publicis, certaines grosses agences commencent à être des clientes. Je monte une communauté en disant les freelances, inscrivez-vous, etc. Donc je crée tout un business. Je continue d'être freelance parce que j'avais besoin de vivre et pour l'instant, c'était un business qui n'existait même pas. C'est-à-dire que là, on est en 2014, Malte, je crois, est née à peu près au même moment, en fait, donc, qui est une autre plateforme de freelance. Donc on est vraiment à un moment où en fait, le besoin n'existait pas, puisqu'en fait, faire un business plan sur quelque chose qui n'existe pas, en fait, c'est très compliqué. Et en fait, je le lance et tout va bien. Et progressivement, j'ai de plus en plus d'agences, j'ai de plus en plus de free qui s'inscrivent. On parle de moi sans même que j'ai vraiment à en parler. J'ai des appels entrants, donc ça veut dire que voilà, ça fonctionne plutôt sans que j'ai trop rien à faire, donc ça fonctionne bien. Et puis, j'ai une communication envers aussi l'écosystème de l'événementiel et adressée aussi aux freelances de l'événementiel et par extension dans la communication où je commence à avoir des engagements aussi, mais juste d'un point de vue des engagements idéologiques en fait sur le futur du travail. Là, on parlait de télétravail à l'époque, autant vous dire que c'était assez innovant de parler de télétravail, de parler de burn-out. Parce que je récupérais pas mal de gens de Switch Collective qui étaient en burn-out et qui arrivaient chez moi et qui me disaient mais j'en peux plus, ce monde-là ne me correspond plus, je veux devenir freelance. Donc en fait, toutes ces choses qui nous arrivaient dans le monde du travail, que personne n'arrivait à vraiment mettre des mots dessus. Et donc je me suis intéressée à ces sujets-là. Je me suis intéressée aussi à un événementiel plus engagé, forcément l'entrepreneuriat féminin, parce qu'en fait, d'office, vu qu'on est entrepreneur et qu'on est une femme, j'ai l'impression que vu qu'on est tellement peu, qu'on est obligé d'être un petit peu engagé. Moi, ça me dérange pas du tout, mais c'est vrai que on l'est de fait, en fait, et je pense que c'est bien de communiquer, d'en parler. Mais voilà, j'en arrive là, et puis tout va bien, c'est génial.
début 2020, je mets des freelances sur l'inauguration de la Samaritaine. Je signe un gros contrat pour une grosse compétition internationale sportive dont il est interdit de dire le nom. Tu me laisses la partie bilan après. Et j'y arrive, et là, c'est la crise et l'événementiel s'écroule pour tout le monde, et moi y compris. Alors je précise juste... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je précise juste qu'on se connaît bien avec Élise, on est amies, et que j'ai fait partie des personnes qui lui ont dit c'est génial quand elle a voulu lancer Friandise. Voilà. Je vais reprendre une formule qui est chère à Switch Collective, qui est on fait le bilan calmement. Je vous propose qu'on se parle maintenant de la période mars 2020, septembre 2021. Je vais vous montrer 3 images qu'on connaît toutes, mais quand même, je vais vous demander d'en sélectionner une et de me dire rapidement pourquoi. Je vous la montre aussi ici. Première image, vous avez reconnu bien évidemment les rues de Paris vides. Alors j'aurais pu choisir n'importe quelle ville, hein. L'idée c'est pas non plus d'être centré sur Paris, mais voilà. L'image des villes, des rues complètement vides, première image. Deuxième image, celle-ci. Alors il y a plein de choses à traduire derrière, je vous la montre, excusez-moi. Et enfin, troisième image, celle-ci. Donc il s'agit, vous l'avez reconnu, d'un stade vide avec des personnes en carton-plume. Floriane, laquelle tu choisis ? Écoute, pas la première parce que je n'étais pas à Paris, j'étais à la campagne. La troisième ne me parle absolument pas. Et donc la deuxième m'interpelle davantage parce que je me suis rendu compte... Donc, pour rappel, je viens d'un milieu où on ne se touche absolument pas, où on se dit bonjour, merveilleux, mais les massages et le toucher, c'est pas du tout dans mon quotidien. Et donc, quand je me suis formée pour les massages et que j'ai commencé après le deuxième confinement à exercer, principalement, il se trouve que pour certaines personnes, j'étais l'un des seuls contacts extérieurs autres que soit famille organique ou les quelques amis proches. Et en fait, je me suis aperçue de l'importance du toucher et de passer du temps avec une personne à, certes, au début, ne s'intéresser qu'à son physique et qu'à l'esthétique, mais en fait, ça va un peu au-delà. Et du coup, cette photo me touche davantage pour ça, pour ce contact physique que moi, j'ai réussi à créer et dont je me suis rendu compte au fur et à mesure, alors qu'avant, ça ne me préoccupait évidemment absolument pas. Voilà. Alors, je voulais aussi choisir la deuxième, mais du coup, je vais choisir la première. Les rues de Paris vides. Moi, en fait, bizarrement, ça m'a fait penser à un bon souvenir. Parce que, en gros, nous, on a laissé les restaurants... Enfin, après un mois de fermeture, on a réouvert les restaurants. On a fait des kits recettes, en fait, qu'on a livrés à nos communautés et nos clients, parce qu'on voulait garder un lien avec notre communauté. Et en fait, les revenus de ces kits recettes nous permettaient de financer des repas pour les soignants des hôpitaux. Et donc, tous les jours, en fait, grâce à ces revenus-là, on faisait aussi des repas qu'on livrait aux hôpitaux. Et moi, en fait, j'étais trop contente d'aller au resto à ce moment-là. Parce que moi, je voyais mes équipes, on voyait nos clients, parce qu'on les livrait nous-mêmes. On était en contact avec les hôpitaux également. Et en fait, c'était vraiment un moment pour nous où on a continué à faire ce qu'on aimait faire, c'est-à-dire faire plaisir et réconforter avec notre cuisine dans un contexte qui était hyper difficile. Et c'est vrai que quand je marchais toute seule dans la rue pour aller au restaurant, j'étais contente parce qu'il n'y avait personne et j'étais contente de retrouver le resto. Élise, ton image ? Alors, ouais, Paris désert, oui, parce que c'est impressionnant de voir des enfants jouer au milieu de l'avenue de Clichy. Mais forcément, je suis obligée de prendre le stade vide parce que dans l'événementiel... En fait, la culture, l'événementiel, tous ces métiers-là ont été considérés, un petit peu mis entre parenthèses, ont été considérés comme la culture comme inutile. Alors, on n'est pas la culture parce qu'on n'a pas la même vocation, mais un festival de musique, un festival de cinéma, un séminaire interne, c'est un moment de cohésion sociale, en fait. Et c'est vrai que on s'est rendu compte que l'événementiel, on aimait ça, quoi. On aimait se réunir, on était des animaux sociaux, en fait. Et ce qui fait qu'effectivement, on a besoin de se toucher, on a besoin de se voir en vrai et
Et tout le monde a pensé dans l'événementiel qu'on s'en remettrait jamais, que le digital allait transformer et qu'on n'allait plus du tout faire d'événements. Et puis finalement, le marché reprend aujourd'hui. On voit que ça reprend, mais que en présentiel en fait. Et puis finalement, on fait une captation et puis vous êtes là en fait. C'est-à-dire que ça permet d'avoir plus de visibilité, mais le réel, il est important et il est presque plus important. Donc je trouve ça bien qu'en fait, au final, notre secteur se soit rendu compte de son utilité, qu'aujourd'hui ça redémarre, mais comme jamais. Et puis de se dire que les apéros Zoom n'ont même pas survécu au premier confinement. Moi, je trouve ça génial. Et je me dis, bon, ça montre bien qu'on préfère prendre boire des apéros ensemble en physique, quoi. On revient sur mars 2020, il y a la date clé du 16 mars, qui est le fameux discours de Macron, nous sommes en guerre, qui parle de confinement sans parler de confinement, qu'on attendait un peu tous, mais sans vraiment l'attendre, et en espérant qu'on passerait à travers, mais non. Est-ce que vous vous rappelez cette période-là, mi-mars, de vos premières pensées ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là ? Comment je vais faire pour gérer mes enfants au quotidien ? Après, c'était ça ma première pensée. La deuxième, c'était il est donc hors de question qu'on reste à Paris. Et où va-t-on aller ? Voilà mes premières pensées. Okay. Céline ? Moi, je pense que l'âme entrepreneuse a surgi au grand galop. Et je me suis dit, OK, c'est la guerre là. Donc, on va se mettre en mode guerre. Genre réunion de crise, qu'est-ce qu'on fait dans les restos ? C'est quoi qu'on décide ? Ok, enfin c'était là je m'étais mise en mode bataille quoi. Mais en fait du coup j'ai plus du tout écouté mes émotions. J'ai même pas compris ce qui se passait en moi. J'étais focus sur il faut sauver les restos, il faut préserver tous les salaires, il faut qu'on gère tous nos fournisseurs, il faut qu'on s'assure avec les banques que tout va bien. Et c'était vraiment le mode survie. En mode survie. Ouais. Et clairement, j'ai absolument pas réfléchi une minute à moi. Enfin, c'était les restos, nos salariés, la marque, comment on fait pour préserver tout ça. Et c'est après 2 mois, quand j'étais chez moi et que je me suis posée, je me suis dit ah ouais, c'était chaud. Alors moi, bizarrement, j'ai pas du tout pensé à mes enfants. J'aurais dû parce qu'ils étaient tout le temps là. Mais en fait, je me suis dit, bon, ils sont intelligents, ils n'ont pas besoin que je fasse la classe, de toute façon, j'y arrive pas. Donc j'ai laissé tomber ce truc-là très rapidement. Mais par contre, nous, forcément, dans l'événementiel et les freelances, on l'a senti très très tôt, en fait, la chute d'activité et l'inactivité. On l'a senti début février déjà. Donc mi-mars, presque, ça faisait déjà un mois qu'on s'ennuyait. Donc comme on est des hyperactifs, hein, si on devient freelance, c'est qu'à un moment, on n'en peut plus d'idées. Voilà. Donc dans quel état d'esprit on était, les freelances de l'événementiel s'étaient dit on est en guerre, très bien, on va monter une armée de freelance et puis on va on va construire l'hôpital de Wuhan, hein. On était prêts en fait, hein. On a envoyé un message à l'Élysée pour dire c'est bon, on est prêts. Le mec a dit c'est bon, le PR a dit banco. Donc le président de la République a dit banco. Donc on était comme des fous en se disant ça y est, il va nous appeler. Bon, on attend toujours l'appel, hein, très clairement. Mais voilà, on avait décidé de rentrer en guerre aussi contre la situation. Il ne fallait pas se laisser abattre, il ne fallait pas rester dans la sidération. Et donc, on a créé un collectif de freelance bénévoles et on a essayé d'aider en communication, en tout ce dont les gens avaient besoin, toutes les assos, les Crous, les centres hospitaliers, tous ceux qui avaient besoin de coups de com', de community management, de vidéos. Et on a dit très bien, on est là, si vous avez besoin, on est là. Et en une semaine, on a réuni autant de freelance que friandises en 3 ans et demi. Donc très clairement, il y avait un engouement, ça répondait à un besoin. Voilà, on en était là. Mais le premier jour du confinement, on était prêts. Alors je vais vous mettre à contribution. Je vous ai donné à chacune des petites ardoises devant vous. Je vais vous demander de les prendre, de tracer une ligne au milieu, faire un tableau en 2 entrées. Non, plutôt dans ce sens-là, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît, merci beaucoup. Vertical. Et de me lister en un mot 3 avantages, 3 inconvénients de cette période. Allez, on va se dire mars 2020, été 2021. Avantages et inconvénients. Oui, 3 mots. Alors, si vous pouviez écrire assez gros et en majuscule, comme ça tout le monde verra, ça sera super. Pendant que je vous laisse réfléchir, ça me permet de rappeler aux personnes qui nous suivent en live que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas
le chat à nous laisser vos commentaires, nous adresser vos questions qu'on posera juste après à nos 3 invités. Et pareil, je vous laisse commencer à réfléchir à vos questions. Dans un instant, on aura une petite session questions-réponses. Ah, Floriane sèche. Ah bah, les inconvénients, ça va. Hein. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? 3 avantages, 3 inconvénients 2. de cette période. Là, on fait le bilan. C'est le moment du bilan. Le bilan. Oui. Attention, dans quelques secondes, Élise. Élise Stella Prums. Non, attends, j'en ai 2. Ça, c'est le titre. Ah oui, ça c'est le titre, d'accord. Et petite information, je vous laisse vraiment finir en quelques secondes, ça me permet aussi de vous rappeler que le replay sera disponible dès demain sur la page YouTube de Chez Simone. Également, vous découvrirez le résumé de la causerie sur notre site internet, rubrique Le Journal. Et restez connectés parce que vendredi, on vous proposera du contenu complémentaire. Est-ce qu'on y est? Écoute. On est pas mal. J'ai l'impression qu'on est pas mal. Qui commence? Je peux commencer. Allez, vas-y. Je vais peut-être juste te demander de prendre le micro, pardon. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez toutes. Du coup, j'ai mis en avantage introspection. Parce que finalement, quand c'est arrivé, ça faisait 1 an et 2 mois que j'avais commencé l'aventure, donc que Petit Bao était ouvert. On avait un resto, une cuisine et on travaillait sur le projet d'ouverture de Gros Bao. Et en fait, c'était pendant 1 an et 3 mois, clairement, je travaillais beaucoup. J'avais absolument plus de temps pour moi. Et je réfléchis, enfin, je savais où je voulais aller, mais je prenais vraiment pas le temps de m'écouter beaucoup. Et donc, cette période-là m'a quand même permis de me poser et du coup de me reconnecter, qui est le deuxième mot, la reconnexion avec moi-même, mes envies profondes, le pourquoi de je fais tout ça et réussir à trouver aussi un équilibre entre un travail en effet qui m'épanouit énormément, mais il y a aussi d'autres choses qui m'épanouissent à côté et je les avais peut-être mis un peu de côté pour ce projet-là. Et du coup, ça m'a vraiment permis de me reconnecter à l'entièreté de qui je suis et de qui j'ai envie d'être. Et le troisième mot, c'est solidarité, parce que je pense qu'il y a eu un énorme, en tout cas dans nos équipes, mais je le voyais vraiment partout, un énorme élan solidaire, d'entraide avec tout le monde. Enfin, nous, au sein des équipes, mais aussi dans le milieu de la restauration, avec tous nos partenaires, même tout en France. Enfin, j'ai vraiment senti cet élan qui était hyper rassurant, je trouve, et qui était porteur d'espoir. Et voilà, ça nous a permis quand même de continuer, quoi. Et peut-être ce que je vous propose, on fait tous les avantages et après on passera aux inconvénients. Floriane, tes 3 avantages. Alors, j'écris très mal, donc je vais vous les dire. Donc, le premier avantage, c'est que à cette époque, j'avais donc décidé que j'allais me former dans le monde de la beauté et j'étais déjà formée à des massages, mais j'étais surtout free et freelance dans le digital, en marketing. Quand le confinement est arrivé, j'ai pas eu peur d'un coup plus du tout gagner d'argent. Je me suis surtout dit comment je vais réussir à gérer tous mes clients, plus en inconvénient du coup, l'école à la maison. Le deuxième avantage, c'est que du coup, j'étais à la campagne. Et donc, la campagne, ça vous gagne. Encore une fois, parce que des enfants et donc plus d'espace. Et donc, là-bas, c'était même pas couvre-feu, c'était juste tu sors pas. Bon, bah, évidemment qu'on sortait et il y avait 300 habitants, donc la question se posait pas. On faisait notre sortie tous les soirs, on allait faire du tennis, du foot, enfin voilà. Et le point le plus important, c'est que moi qui ai toujours eu très peur de me poser des questions, de pas trop savoir où j'allais, ou qui refusait de me poser ces questions, et ben pour une fois, on était tous dans le même bateau de on sait pas où on va. Donc, c'était un peu plus facile de se dire, je sais pas, et puis je sais pas, et puis je suis pas sûre de bien aller. Donc voilà, sans y passer 107 ans, mais se donner le droit de se dire, ok, en fait, on va réfléchir, on va prendre du temps, parce que tout le monde est dans ce cas-là. Alors moi, c'est à peu près la même chose, forcément. Donc l'avantage, c'est qu'on a eu du temps.
effectivement du temps pour faire plein de choses qu'on n'avait peut-être pas imaginé faire, du temps pour être avec les enfants, leur faire les devoirs ou pas, hein, mais être en famille. Il y a une grosse prise de conscience, je pense, non seulement sur les rapports à la vieillesse, sur le rapport au monde, sur le rapport à la terre, à la nature, En fait, ça m'a vachement rassurée parce que les gens pensaient qu'ils n'avaient pas de vision collective et qu'ils n'étaient pas solidaires. Et en fait, les gens ont presque été étonnés de se rendre compte qu'ils avaient tous un côté solidaire, en fait. Et puis, je trouvais ça hyper positif de se regarder tous là, à applaudir à 20h et se rendre compte qu'en fait, on partageait en fait, ces sentiments-là. C'était une vraie prise de conscience agréable, en fait. Et puis la famille, ça je l'ai déjà dit. Bah, vu que tu as le micro, je te propose d'enchaîner sur les inconvénients. Donc l'inconvénient, c'est donc Paris. Enfin, Paris. On adore tous Paris, mais en fait, on aime Paris pour ses cinémas, ses bars, ses restos, sa culture, et moins pour son hébergement, quoi. Donc, quand on se retrouve dans 60 mètres carrés à 4, et qu'on on peut plus aller au restaurant, faire tout ça, on se rend compte de l'étroitesse de notre mode de vie. Et de l'absurdité en fait d'accepter en fait au quotidien de rester dans des espaces aussi petits avec des enfants en bas âge. Donc l'inconvénient c'est de se dire que peut-être il est temps de quitter Paris. Et t'as remis le temps en inconvénient. J'ai remis le temps, tout à fait, parce qu'en fait quand on a le temps, on se pose plein de questions. Et en fait on va dans tous les sens. Donc moi, je vais vous dire, j'ai fait des business plans d'à peu près 12 trucs. Et vraiment, c'était incohérent. Et vraiment, c'est perturbant d'avoir beaucoup de temps parce qu'en fait, on se dit qu'on s'éparpille, quoi. Voilà. J'en ai pas trop. Alors, j'ai mis les responsabilités parce que j'ai vraiment senti le poids de la responsabilité en temps de crise. Et clairement... mon stress au quotidien, c'était est-ce que je peux payer tous mes salaires ? Est-ce que j'ai assez d'argent dans le compte en banque pour payer tous mes salaires ? Parce qu'en fait, le chômage partiel, ça arrive qu'après, 3 mois après. Et donc, du coup, on était sur des jeux de trésorerie qui étaient hyper compliqués à gérer. Et clairement, moi, j'étais en stress. Voilà, pendant très longtemps. Et du coup, la pression, je pense que pour moi, c'était vraiment l'année d'entrepreneuriat la plus difficile, même avant l'ouverture. Alors qu'en fait, quand tu n'as pas de boîte, c'est l'inconnu complet. Et en vrai, c'est hyper stressant parce que tu ne sais pas si ça va marcher, tu ne sais pas si ça va fonctionner, tu ne sais pas si tu vas réussir à te payer, tu ne sais pas si tu vas réussir à vivre correctement. C'est comme très stressant. Mais là, le fait d'avoir à sa charge, du coup, nous, on est 100 personnes, 100 salaires. Pour moi, en tout cas, c'était vraiment très, très dur. Et la morosité ambiante, partout. Pour moi, c'était grillé partout, tout le temps. Et moi, je suis quelqu'un de plutôt optimiste. Donc, j'étais optimiste. J'ai l'impression d'être toute seule à être optimiste. Et du coup, j'essaie d'embarquer. Alors là, c'est du coup quand on est fondateur et qu'on doit embarquer toutes ces équipes, alors que toutes ces équipes sont déprimées parce que justement, ils sont dans 25 mètres carrés quand ils sont étudiants à Paris et qu'ils doivent mettre des boîtes dans des sachets Deliveroo avec des livreurs Deliveroo. Ils doivent faire ça pendant 3 mois alors que ce n'est pas leur métier. Clairement, ça a été très, très, très dur. C'est-à-dire d'embarquer toutes les équipes dans le projet avec nous, alors que clairement toute l'ambiance en fait était hyper grise, hyper triste, clairement ça m'a demandé une énergie mais alors considérable, alors que j'étais profondément très stressée. Voilà, c'était un gros travail sur soi-même, quoi. Ouais. Et alors moi, en inconvénient, j'ai mis l'école à la maison parce que ça représentait quand même une grande partie de mon quotidien. Donc moi, j'ai pas lâché mes enfants en mode c'est pas grave. Alors tu fais tes devoirs, on commence par ça. Et en fait, on avait une organisation mais millimétrée on gère les enfants le matin, l'après-midi, ils sont soit à la sieste, soit ils s'occupent, mais ils nous laissent tranquilles. Après, on fait l'heure où on a le droit de sortir. Le soir, du coup, il faut bosser. Je vous passe tous les repas, tous les jours, 3 fois par jour organisés, parce que c'est mon conjoint qui le faisait.
j'ai quand même cette chance. Mais en fait, globalement, c'est vraiment ce premier confinement. J'ai eu la chance d'être à la campagne avec mon conjoint. On avait tous les deux des métiers où en fait il n'y avait pas de baisse de revenus. Je n'ai pas étripé mes enfants. Voilà, on s'en est sorti malgré tout. Et le fait aussi de ne pas être à Paris. Quand je vous entends parler de trucs de solidarité, de morosité, machin, et pourtant on n'était qu'à 1 heure de Paris, mais alors j'étais à 1000 lieues de ça. Enfin, vraiment, pour moi, c'était vraiment, on était tous les 5 et c'est tout, quoi. Alors, quand j'ai préparé cette causerie, je me suis refait avec joie le fameux discours du 16 mars. Et c'est marrant parce qu'il y a un passage, c'est précisément la fin du discours de Macron, que j'avais complètement zappé. Je ne m'en souvenais absolument pas. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter l'extrait. Ça dure 30 secondes. Et je vous demanderai de réagir juste après. Beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées, seront remises en cause. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent. Ne nous laissons pas impressionner. Agissons avec force. Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement. Et nous aurons appris. Il finit par ça, je l'ai coupé juste un petit peu avant. Si on se projette un peu sur cette rentrée et sur cette fameuse période mars 2020, il dit comme ça le 16 mars 2020. Si on se projette sur si on revient sur cette période mars 2020, septembre 2021 et qu'on se parle plus précisément de cette rentrée, qu'est-ce que vous en avez retenu pour vous? Qu'est-ce qui a changé en vous? Je trouve ça, j'avais effectivement complètement oublié ce discours. Je trouve ça un peu dur parce que c'est bon, ok, on a tous vécu une période de merde. Allez, maintenant c'est reparti, on y va et on n'oublie pas ce qui s'est passé, mais maintenant c'est bon, on est plus fort. Et en fait, paradoxalement, la période de juin jusqu'à là, juin cet été, où on était dans un entre-deux, je trouvais ça plutôt agréable d'avoir ce que je disais tout à l'heure, on a le droit de se poser des questions, on a le droit de douter. Tout le monde était un peu dans un entre-deux. Et moi, j'avançais tant bien que mal avec mes massages. Et puis finalement, je me suis mise à temps plein. Et voilà. Et je me disais, putain, j'espère que je vais avoir assez de massages tous les jours. Et j'espère que ça va aller. J'espère que je vais pouvoir avancer. Mais j'étais dans un entre-deux c'est OK aussi si t'es pas Miss Parfaite pour une fois. Donc là, plus ça va et plus on a un vrai retour à la normale, plus je me dis, maintenant, il va falloir y aller. Hein. Donc voilà, c'est plus, je suis un peu mitigée sur ce fameux retour à la normale, même si effectivement, on a appris plein de trucs, voilà, mais plutôt mitigée. Et pour toi, Céline? Alors moi, je suis complètement différente par rapport à mars 2020. En fait, j'ai vraiment profité de cette période pour lancer plein de trucs que je pensais qui allaient... En fait, j'ai eu des idées pendant cette période auxquelles je ne pensais absolument pas avant. Je pense que ça a permis même de développer ma créativité, parce qu'en fait, j'ai l'impression que plus on a de contraintes et en fait qu'on n'a pas le choix, en fait, on est obligé de faire avec ces contraintes. Et en fait, ça a été une période pour moi assez hyper créative, parce que j'ai lancé un magazine, j'ai lancé un casting qui veut ouvrir son resto, donc j'ai aidé un projet en fait à ouvrir son resto, parce que justement c'est une période d'introspection. J'ai lancé une épicerie en ligne, j'ai lancé des nouveaux produits. En gros, moi c'était une période où je me dis, de toute façon j'ai rien à perdre, autant tester. Je teste tout ce que j'ai envie de tester, donc en fait j'ai testé et c'était hyper enrichissant. J'ai appris énormément de trucs et après j'ai aussi énormément appris sur moi. En fait, il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à accepter. C'était mon côté justement très créative, très artistique. Et en fait, je me suis rendu compte que si j'aimais la cuisine et si j'aimais ce que je faisais, c'était pour tout le côté artistique qu'il y avait. Et en fait, je me suis dit, ok, en fait, je suis pas simplement entrepreneur. Je suis en fait, je suis une artiste entrepreneur. Et en fait, ça
C'était quelque chose que je ne m'avouais absolument pas avant, que je refusais en fait, parce qu'on a grandi dans l'école, justement Startup Nation, mais vraiment école de commerce Startup Nation. Enfin, j'étais vraiment plus dans ce mood-là, et du coup, accepter la fibre un peu plus créative, artistique, c'était quelque chose de assez compliqué. Et finalement, cette période-là, ça m'a permis de tester, de comprendre, et maintenant d'assumer, quoi. Et justement, maintenant que tu l'as intégré et que tu assumes pleinement Ouais. ce côté créatif, j'imagine que ça a une incidence sur tes projets à venir et sur ta manière d'appréhender ton métier. Ah oui, oui, complètement. Du coup, je vais créer un studio créa au sein de BAO. Voilà. Donc, Génial. qui va arriver là. On va lancer, je pense, en novembre. Je voulais lancer l'année prochaine, mais finalement, on va lancer plus tôt. Et en effet, ça m'a fait complètement repenser en fait le modèle de BAO. Et là, clairement, je vais ancrer le truc sur la partie création beaucoup plus forte en interne. Et ouais, du coup, ça va être une nouvelle direction en fait, qui était déjà là. Mais là c'est vraiment l'ancrer, le pousser et le faire aller beaucoup plus loin, quoi. En tout cas, c'est un joli point d'ancrage. Tu parles d'ancrage, je trouve que c'est un joli point d'ancrage pour quelque part clôturer un peu cette période qui n'est pas complètement finie, mais quand même. Ouais. Élise ? Alors c'est drôle parce que effectivement, alors moi c'est pareil, tout s'est arrêté du jour au lendemain, et on a monté ce collectif très rapidement qu'on a fait intervenir jusqu'à fin mai, et après on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Donc je me suis dit je vais faire un webinaire sur l'événement digital parce que les gens avaient peur, et donc il faut exorciser ce truc et faire en sorte que on enchaîne, on y va, il y a l'événement digital, c'est pas grave, on y va, c'est pas un drame, il faut survivre, il faut être résilient, on y va. Et après, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit mince, alors du coup maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais, parce que le boulot reprenait pas. Et donc je me suis dit tiens, on va faire l'autre sujet qu'on avait abordé avec le collectif, c'était d'avoir un événement plus durable, plus éco-conçu, éco-produit. Un événement, c'est forcément éphémère, donc destructeur de matière. Donc il fallait repenser tout ça. Donc hop, on a monté un nouveau truc collectivement avec les gens qui voulaient, qui étaient dispo, qui avaient du temps, qui voulaient venir ou pas venir. Enfin, tu venais. Tu venais si tu avais quelque chose à apporter, et puis voilà. Et puis, après, une fois que ça s'était fait, que j'avais monté mes 12 projets, et je me suis dit, Friandise reprend pas, le marché reprend pas, il faut peut-être que je trouve un CDI finalement. Donc, voilà, en fait, je me suis projetée dans plein de scénarios différents, en me disant, tout est possible, en fait. Finalement, je peux reprendre un CDI, mais peut-être un CDI que je n'avais pas imaginé, et me dire, tiens, finalement, maintenant, je pourrais être DG d'un truc. J'ai été entrepreneur, je peux faire quelque chose qui n'est pas juste chef de projet, mais juste viser un peu plus haut. Ou alors, je peux monter un tiers-lieu, parce que j'avais ça en tête depuis très longtemps, donc un peu s'écouter et écouter ce que j'avais envie de faire depuis toujours. Et puis, en fait, toutes ces réflexions m'ont amené à me dire, mais en fait, c'était un chemin, et puis finalement j'ai fait plein de choses, et je pensais que Friandise reprendrait jamais, et quand c'est revenu, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait pendant cette année en fait avait eu une image et avait impacté mon image et l'image de mon entreprise, et que les gens ne me voyaient plus pareil aussi, et que ça me permettait d'aller sur des projets plus éco-produits, d'aller sur des projets qui avaient plus de sens, etc. Et donc finalement, si on doit faire un bilan, je dois dire que ça en fait... effectivement, alors pour ne pas donner raison à Macron, mais c'est vrai que ça fait naître des possibles. C'est le thème, mais c'est vrai. On peut se projeter à faire plein de choses, en fait, et quand on n'a plus rien, on peut imaginer tout. Et puis, rien n'est impossible, finalement. Merci pour cette pré-conclusion. J'aimerais bien qu'on se laisse le temps pour les questions ici et celles qu'on a reçues en live. Dernière question, au choix. Je vous avais demandé de venir soit avec un objet que vous avez peut-être sur vous, ou alors juste de nous le dire, ou alors vous avez la possibilité d'écrire un mot sur une ardoise, sur votre ardoise, pardon. Cette rentrée 2021, en un mot ou un objet, la manière dont vous appréhendez cette rentrée, ça serait quoi en un mot ou un objet ? Si c'est un mot, je vous laisse l'écrire sur l'ardoise. Non, mais moi j'avais pris un objet. Et du coup, je vous sollicite, vous qui nous suivez en live, même question. S'il y a un mot ou un objet qui caractérise, matérialise cette rentrée 2021, la posture dans laquelle vous êtes,
n'hésitez pas à nous le laisser en commentaire. Je serais très curieuse et je pense que vous aussi de connaître vos réponses. Alors moi, j'ai apporté un objet. Alors totem, je ne savais pas que ça devait représenter vraiment la rentrée, mais malheureusement, l'objet totem, c'est mon portable. Et je dis malheureusement parce que c'est un vrai problème pour moi, en fait, de me rendre compte, de comptabiliser que j'y suis 3 heures par jour. C'est un vrai souci parce que j'essaye de déconnecter, j'y arrive pas, et puis mon entreprise est sur les réseaux sociaux, donc je suis obligée de beaucoup communiquer. Et je suis à 3 heures avec 0 notification, c'est-à-dire que j'ai supprimé toutes mes notifications, ni de Facebook, ni de rien. Donc c'est-à-dire que c'est quand même très très grave à ce stade. Et donc si je peux dire quelque chose, c'est vraiment d'essayer de faire une détox, parce qu'en fait on est trop prisonnier de cet objet. Donc c'est un objet totem et en même temps... Donc tu aimerais te détacher un peu. Exactement, Ouais, d'accord. voilà. Alors, moi j'ai pris un tote bag, c'est pas pour faire de la Si tu peux le dire. Non, en gros, c'est plus pour notre phrase qui est le véritable chemin pour toucher le cœur passe par l'estomac. En fait, moi, ce que ça me rappelle, ce que je me suis dit là, c'est dans toutes les décisions que j'allais les prendre parce que je kiffe. C'est-à-dire qu'en fait, je veux vraiment prendre une décision parce que je kiffe ce projet, je choisis cet ingrédient parce que je kiffe cet ingrédient, je veux ce plat parce qu'il me fait trop kiffer, je veux cette couleur parce que je l'adore. Et en fait, c'est juste me dire que dans la manière dans les décisions en fait que je veux prendre pour la boîte, ça vient toujours du cœur, quoi, de vraiment ce que j'aime. Et ça, en fait, je pense que c'est hyper important de se le rappeler un peu au quotidien, parce que parfois, on va toujours être biaisé par peut-être que économiquement c'est mieux ça, ou la clientèle attend ça, ou a besoin de ça. Ou en fait, on est souvent très très drivé par l'extérieur et plein d'autres choses en fait qui sont en dehors de nous. Et en fait, ce que je me suis dit là, c'est que j'allais toujours repartir de ce que moi j'ai envie de partager, ce que moi j'aime et ce que j'ai envie de transmettre. Et Floriane, tu as un mot sur Moi, l'ardoise. j'ai pas du tout de totem. Mais alors on va Mais, découvrir ton. j'ai un ce que j'adore beaucoup dire, qui est donc sur un malentendu, ça peut marcher. Et c'est ce que j'ai décidé de me dire, et notamment en cette rentrée où j'ai commencé un CAP esthétique, par exemple, parce que je me suis dit qu'en fait, j'avais quand même envie de créer un lieu un peu à la Simone, appartement privé, mais donc du coup sur la beauté, et que si je voulais vraiment avancer dans ce projet, il fallait que j'ai un CAP. Et en fait, je me laisse beaucoup plus la liberté de tenter. Et puis, au pire, ça marche pas, mais bon, quand on en est, voilà. Je me permets de faire un petit peu d'autopromo pour toi. Floriane a une plume assez incroyable et je vous invite vraiment à vous abonner à sa newsletter C'est du joli, où elle raconte un peu les coulisses de déjà son projet C'est du joli, mais aussi toutes les étapes qu'elle traverse actuellement. Oui, et c'est génial, donc voilà, je vous invite à vous abonner à sa newsletter. c'est très drôle, hein, on ne déprime pas du tout. Voilà. Donc sur un malentendu, ça peut marcher. J'aime beaucoup. Voilà. On va vous laisser la parole. Peut-être, est-ce qu'on a un petit partage des réseaux sociaux? Hop. Merci beaucoup. Alors, première question, ce que je vous propose, c'est que je prends une question du live et de la salle pour qu'on puisse donner la parole à tout le monde. Première question qui est adressée à toutes les trois. Des choses de votre vie d'avant que vous ne referez pas post-crise, post-pandémie, post-Covid. Moi, c'est oublier mes passions personnelles. C'est-à-dire que vraiment, je pense que avant la pandémie, on a tendance à avoir une vie à 1000 à l'heure, hein, tout en accéléré. On taffe, on sort, on voit ses potes, on a un week-end. En fait, on enchaîne tout le temps plein de choses. Et en fait, ce qui est génial, cette vie sociale hyper dynamique, c'est génial. Mais en fait, il y avait plein de choses dont j'avais besoin toute seule, la lecture, la peinture, l'écriture, et tout ça je l'avais mis de côté. Et en fait c'est des choses que j'ai eu le temps de faire pendant le confinement, et c'est des choses qui me font énormément de bien. Et donc c'est réussir finalement à trouver l'équilibre entre une vie sociale et un travail hyper dynamique, mais aussi conserver ce qui nous fait du bien intérieurement, soit des massages, se faire du bien, se faire belle, tous les trucs qui nous font vraiment du bien, garder du temps et en fait et se les planifier, se les organiser dans ces semaines, parce que c'est hyper important. Et clairement, je ne reviendrai pas à ma vie frénétique d'avant.
En fait, moi, j'allais dire la même chose. En fait, s'accorder du temps pour soi et surtout ne pas culpabiliser de prendre ce temps. Parce qu'en fait, quand on a une entreprise, quand on a une famille, quand on a un mec, dès qu'on prend du temps pour soi, en fait, on culpabilise parce qu'on se dit... Et bien, en fait, c'est une respiration. C'est une respiration et prendre du temps pour soi, c'est bénéfique pour le temps avec les autres, en fait. Donc, on se reconnecte, on se réaligne. C'est à la mode de dire l'alignement, mais c'est vrai qu'on se réaligne. On va se balader, on regarde, on prend le temps, en fait, vraiment. Et c'est vrai que cette période, elle nous a donné du temps et on s'est rendu compte qu'on aimait bien avoir du temps pour rien faire. Et qu'on a eu cette chance-là de rien faire. Il y en a qui ont été débordés, mais nous, on n'a rien eu à faire. Et finalement, c'était un mal pour un bien, vraiment. Floriane, se prendre du temps, toi qui as eu pas mal de femmes. Ouais, alors là, pour le coup, c'est toujours les coordonnées les plus mal chaussées parce que je prends très peu de temps pour moi et ça me fait beaucoup culpabiliser. Donc j'adore vous écouter, mais je me dis c'est très bien, il faudrait que je les mette en pratique. En revanche, ce que je ne ferai pas le plus, c'est me moquer des gens dits perchés. Qui cherchent leur voie, qui sont mais je sais pas ce que je veux faire, avoir un job qui est aligné avec ma vie perso. Parce que du coup, je suis en train d'aller, mais alors... à fond dedans. À fond dedans. Donc voilà, ça m'apprendra à me moquer de ces gens. Est-ce que c'est mal finalement d'être perché ? Non, pas du tout, c'est très bien. C'est juste qu'avant, c'était pour les autres, quoi. C'était pas pour moi. Donc c'est nouveau, voilà, c'est la rentrée 2021, c'est très intéressant, c'est nouveau. Sur un malentendu. Est-ce que l'une de vous souhaite adresser une question ? Moi, j'ai une question pour Céline. Est-ce que vous souhaitez que les avantages que vous avez cités deviennent des vraies valeurs pour le développement de votre entreprise ? Les avantages, c'est-à-dire que personnellement, de temps... Que ça devienne des valeurs, en fait, l'introspection, la reconnexion, la solidarité et le ça. Ah oui, complètement. Vous savez, vraiment comme une valeur. Ah oui, en fait, c'est déjà... La solidarité, c'est déjà quelque chose d'ancré au sein de la BAO. Nous, en fait, notre moteur en interne, c'est tout est possible pour tous. Et en fait, on a 12 nationalités différentes, pas mal de populations immigrées. Et en fait, ce qui nous fait trop kiffer, c'est de voir passer un commis, grimper tous les échelons de la cuisine et devenir sous-chef d'un resto comme Gros Bao, par exemple, de voir un serveur devenir directeur adjoint d'un resto, et des gens qui viennent de tous les milieux différents. Il y a des gens qui n'ont pas le bac, il y a des gens qui ont des bacs plus 5. Et en fait, ça, clairement, c'est quelque chose, en tout cas, c'est une vraie valeur qu'on a depuis le début. Et ensuite, la deuxième valeur qu'on a ancrée aussi depuis le début, on fait avec les talents de chacun. Et c'est-à-dire qu'il y a vraiment une grande mobilité au sein de BAO. Et en fait, on peut passer serveur à digital manager, retourner en service si on a envie. Mais parce qu'en fait, tu explores un peu ce que tu aimes faire. Si tu testes pendant 6 mois, tu te rends compte que tu préférais être sur le terrain pour être en contact client parce que c'est ça que tu aimes, c'est le contact client. OK, on te retrouve une place en restaurant. Et en fait, il y a énormément de mobilité en interne pour que les gens réussissent à s'épanouir chez nous. Et en fait, ça se fait beaucoup par de l'écoute, du temps pour soi, du test aussi de métiers que les gens ne connaissent pas. Et voilà, c'est des parcours en fait en interne qui sont un peu sur mesure en fonction de chaque personne et qui se font sur la durée, quoi. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont déjà ancrées. Après, moi, il y a quelque chose que je rêverais de faire, mais qui pour l'instant est compliqué, c'est la semaine de 4 jours et d'avoir une journée justement libre pour soi. Et en vrai, c'est quelque chose auquel je pense depuis quelques mois. Et il faudrait que après, là, c'est toute une structure en fait à mettre en place. Mais c'est vrai que c'est un rêve que j'aimerais bien mener au sein de BAO. Alors, on a eu une autre question en live sur votre statut de femme ou de mère dans cette crise. Floriane rigole. Statut de femme, eh bien écoutez, je suis toujours avec mon conjoint, donc nous avons survécu. Statut de mère, j'adore évidemment mes enfants et voilà, mais mais je me suis jamais imaginée
faire des enfants et m'en occuper au quotidien. C'est-à-dire que j'ai pas du tout été élevée dans ce mode de fonctionnement-là et c'était absolument pas les miens. Et j'ai besoin de réussir ma vie professionnelle pour me sentir bien dans ma vie perso. Je me sens pas comblée parce que j'ai des enfants. Ça, c'est le premier truc. Du coup, j'ai oublié la question. Pardon. Statut de mère ou de femme dans cette crise. Oui, et donc du coup, mon conjoint était hyper présent. Je ne sais pas si c'est ça, si c'est le partage des tâches qui Oui, et puis je vient pense le en statut de dessous. femme aussi, la place de la femme dans cette crise. Alors, je vais répondre sur la partie répartition des tâches. Pour le coup, avec mon conjoint, c'est très 50-50. Donc, j'ai pas. Et on était autant occupés l'un que l'autre, en fait. Donc, on a vraiment géré comme on a pu avec notre organisation millimétrée. Mais je me suis pas sentie, je sais pas, genre soumise ou j'avais pas de problématique, mais parce que j'avais aussi mon métier de free au quotidien. C'est-à-dire que quand dans le dernier confinement qu'on a eu, on a eu une semaine de vacances où en fait les enfants ont arrêté l'école une semaine avant, et là c'était une période où je faisais que des massages, et donc du coup cette semaine-là, je me suis retrouvée, donc on est reparti à la campagne, avec donc moi qui devais gérer les enfants pendant toute la semaine, et mon conjoint qui du coup, lui continue à bosser en free à temps plein. Et là, je l'ai hyper mal vécu. Enfin, franchement, je suis non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas. Du coup, je leur faisais des devoirs en plus en mode non, mais c'est bon. On va trouver du temps. Donc voilà. Donc j'avais besoin de faire des choses en plus professionnellement. Est-ce que l'une de vous deux ou toutes les deux souhaitez compléter, répondre? Alors moi, j'ai pas d'enfant. Du coup, la question se pose moins. Mais par contre, je me suis dit, j'avais un peu un cliché en tête avant, où je me disais être entrepreneur et maman, ça me paraissait une montagne. Vraiment, je me suis dit, mais waouh, déjà monter une boîte, c'est beaucoup. Monter une boîte avec des enfants, je savais pas comment j'allais réussir à gérer ça. Enfin, je me suis dit, je sais pas si je peux. Et en fait, je pense que je peux. Et donc voilà, je pense que cette période aussi d'introspection nous amène à nous poser des questions et à nous dire, en fait, franchement, on a résisté à la pandémie, on est toujours là, on est toujours vivant. Faisons, quoi. Enfin, faisons, et puis après, voyons, on verra. Voilà. C'est intéressant parce qu'effectivement, moi, j'ai souvent été confrontée à des gens qui me disaient je peux pas me mettre en freelance parce que j'ai des enfants, parce que je peux pas monter ma boîte parce que j'ai des enfants, je sais pas quoi. Je me dis, ça vient d'où ce cliché? Effectivement, on n'est plus en 1950, on a des mecs qui gèrent quand même, il y a une certaine répartition des tâches quand même, et même si dans les faits, on s'occupe un tout petit peu plus des enfants, du linge, de tout ça, c'est vrai que on a le temps, en fait. Et moi, je combats un peu ce cliché de mais on ne peut pas être entrepreneur. Par exemple, on n'a pas de congé maternité quand on est entrepreneur. Il y a plein de gens qui pensent ça. Ça a évolué un peu, mais en fait, il y a toujours eu un congé maternité. Sauf que les gens, en fait, le demandaient même pas. Les femmes ne le demandaient même pas. Donc, c'est vrai que c'est à combattre. Et je pense qu'il faut vraiment y aller si on a envie, effectivement. Femmes, hommes, voilà, il faut se lancer. Et je pense qu'il faut aussi effectivement s'entraider entre femmes, et ça c'est un autre sujet, mais vraiment l'entraide, elle est à mon sens primordiale, parce que les hommes entre eux s'entraident. Il y a une fraternité qui existe, et la sororité malheureusement elle a un peu du mal à se mettre en place. Donc voilà. Une question ici. Lancez-vous, c'est le moment. J'en prends. Oui. Bien sûr. La dernière personne vient de le dire. Justement, chez les hommes, on appelle ça beaucoup de la cooptation. Donc, je voudrais savoir au niveau de quand vous êtes lancé, est-ce que vous avez eu des soutiens féminins? Est-ce qu'il y a eu une cooptation féminine? Est-ce que ça existe? Voilà. Alors, le gros avantage, c'est que les freelances dans l'événementiel, c'est quasiment que des femmes. Enfin, quasiment. Surtout dans les métiers de chef de projet, et les métiers de la production et de la technique un peu moins. Mais comme moi, j'avais beaucoup de demandes en chef de projet, c'est vrai qu'en fait, j'ai été cooptée, moi, par beaucoup. Mes meilleurs ambassadeurs, c'était les freelances eux-mêmes. Il y a plein d'hommes qui m'ont cooptée aussi, mais ça a été beaucoup les femmes, et c'est un milieu quand même très, très féminin. Après, est-ce que j'aurais souhaité être plus soutenue par des femmes dans l'écosystème? Oui.
Je pense que je ne l'ai pas été assez, mais j'aurais aimé être cooptée par des hommes aussi. C'est-à-dire que j'aurais bien voulu qu'en fait, ils voient en fait, le projet, la nature d'un projet, la valeur d'un projet, que ce soit un homme ou une femme, et qu'on vienne, enfin, c'est un peu bête, hein, mais qu'on vienne, quand des hommes m'ont dit, des directeurs d'agence m'ont dit bravo, c'est super le projet, je tombais un peu des nues et j'étais hyper contente parce que je me suis dit, mince, enfin quelqu'un... voilà, un homme, des pères ou des gens qui auraient pu être des mentors. Moi, j'aurais bien voulu avoir des mentors, par exemple. Un mentor, un mentor, peu importe. En fait, quelqu'un qui m'aide et qui me dise, bah vas-y, tu peux y aller. Et puis parce qu'en fait, moi, je suis toute seule. En fait, dans l'entrepreneuriat, on est seul. En fait, quand on n'a pas d'associé encore, c'est hyper dur. On a l'air d'être hyper positif sur les réseaux sociaux, mais j'en parlais encore ce midi. En fait, en vrai, c'est de la peur, c'est de l'incertitude. Moi, je disais souvent, le matin, je me réveillais, j'avais la pêche, et le soir, j'avais envie de tout plaquer. En fait, je me disais, mais pourquoi je m'impose ça ? Pourquoi je me suis embarquée là-dedans ? Qu'est-ce qui m'a pris ? Alors, j'imagine même pas avoir 100 employés, parce que là, et je suis toute seule, quoi. Donc c'est... Voilà, je me dis que c'est effectivement c'est difficile et qu'il faut s'aider entre nanas. Et dans nos milieux, dans l'événementiel, c'est un milieu très très masculin. Dans les postes à direction, les postes, même si ça a tendance à évoluer, mais voilà, il faut que les nanas y aillent aussi. Il ne faut pas qu'elles aient peur, et surtout, il faut qu'une fois qu'une nana, en fait, j'ai vu une expression qui disait, une fois que une nana a forcé la porte, il faut qu'elle fasse rentrer les copines derrière ou les copains qui ont la même mindset. C'est même pas une question de féminin, masculin, c'est une question de t'as le même mindset que moi, bah viens, on y va ensemble, quoi. Et je vais te faire rentrer. Je pense que ça c'est important, et c'est pas forcément féminin, masculin, c'est vraiment quelque chose de... Tu veux changer les choses, moi aussi, on y va ensemble. Et collectivement, on peut faire beaucoup de choses, finalement. On va se projeter un tout petit peu plus loin que cette rentrée 2021 avec une question qu'on a eue sur le live qui vous demande si vous deviez décrire demain, si vous deviez vous projeter demain au regard de tout ce que... Non, mais c'est intéressant, au regard de tout ce que vous avez vécu ces 20 derniers mois, au regard de tout ce qu'on vient de se dire, comment est-ce que vous vous projetez dans demain, au-delà de cette rentrée de septembre ? Vous avez 2 minutes. Franchement, j'en ai aucune idée. J'ai arrêté de faire des plans sur la comète et de me projeter justement à 1 an, 2 ans, 10 ans. Je pense qu'on en est tous là, en fait, à arrêter de se projeter et à juste gérer le quotidien. Et si on a une vue à 3-6 mois, c'est déjà pas mal. Donc, en tout cas, à titre perso, c'est ce que j'essaye de faire. Je sais, là, j'ai un objectif qui est avoir mon CAP en juin 2022. Vous savez, c'est le truc très timé. Mais à part ça, j'évite de trop me projeter. Ouais, je te rejoins complètement sur ça. Parce que, en fait, de toute façon, tout ce qu'on planifie, ça ne se passera jamais comme vous l'avez prévu. Mais vraiment, sur un plan, il y a 5% de ce que vous avez prévu qui se passe réellement. Donc, l'entrepreneuriat, je pense que ça nous apprend pas mal ça. Et donc, au final, avoir trop de plans, ça n'arrive jamais. Par contre, s'écouter un peu au quotidien et savoir vraiment au quotidien est-ce que je suis bien, est-ce que je suis dans ce que j'aime faire, est-ce que je suis dans la bonne direction, et toujours en fait se réajuster par rapport à ça. Et ça, je trouve que c'est le chemin en fait pour être sûr en fait qu'on suit le bon chemin pour nous et pas pour les autres. De toujours prendre le temps de bien s'écouter, et puis finalement en fait le chemin il se trace tout seul, et en fait ce chemin-là, quand vous êtes écouté, vous vous rendez compte que c'est le bon chemin qui vous mène en fait à votre rêve profond. Et voilà, en fait c'est quand vous y êtes que vous vous rendez compte que ah ouais, en fait j'y suis et c'est vraiment ce que je rêvais. Et en fait tout ça c'est vraiment une question de toujours être aligné avec soi, s'écouter, et en fait le chemin, à partir du moment où c'est votre intuition qui vous le dit et que c'est votre petite voix intérieure, en fait, c'est que vous êtes sur le bon chemin, et le chemin, en fait, se fera tout seul, quoi. Mais il faut au quotidien rester connecté à cette petite voix. Alors moi, c'est vrai que je me vois pas forcément faire ce que je fais actuellement. C'est drôle. Dans l'avenir, mais je sais que je vais me laisser le temps. C'est-à-dire que je vous ai dit, j'ai eu 12 projets, je voulais monter 12 business plans et tout, et en fait je me suis dit, mais t'as toute la vie finalement. C'est-à-dire que ça veut pas dire que tu vas pas le faire, parce que j'étais très frustrée de me dire, je monte quelque chose et puis finalement je vais pas le faire, donc il y a la frustration de se dire, tu finis jamais un truc que tu as commencé et tout ça, et puis en fait tu dis, ben non, en fait c'est pas que je l'ai pas fini, c'est que je l'ai pas encore fait.
Et que, encore une fois, en fait, tout ça, je l'ai imaginé, je l'ai écrit, je l'ai mis sur papier et je me suis dit, tiens, ça, c'est possible. Et je pense que j'en ai les moyens. Et je le fais, c'est bien. Je le fais pas, c'est pas bien, mais c'est comme un carnet où on écrit plein d'idées. Moi, c'est des PowerPoint de 150 pages, mais finalement, c'est des opportunités qu'on se garde pour plus tard. On a le temps, finalement. Et puis, on a vraiment le temps d'avancer, de mûrir le projet. Et puis, en fait, on se rend compte que le projet qui arrive au final, il est beaucoup plus mature que finalement ce qu'on avait imaginé au début. Donc, se laisser le temps, vraiment, on a toute la vie. Pour tout vous dire, en fait, initialement, vous deviez être 4, parce que j'avais très envie d'inviter une femme qui puisse témoigner du point de vue de l'entreprise. J'aurais rêvé d'avoir une DRH. Malheureusement, on n'a pas eu de retour positif. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui exercent en ce moment le métier de DRH dans les entreprises. Néanmoins, je me permets peut-être de te poser la question à toi, Floriane, de par ton expérience chez Switch avant que tu en partes. Est-ce que dans cette période, depuis mars 2020, tu avais remarqué plus d'inscriptions au programme de Switch? Est-ce que les sentiments étaient plus exacerbés? Est-ce qu'il y a des questionnements des personnes qui étaient dans le salariat qui t'ont interpellé? Pendant le premier confinement, tu parles? Spécifiquement, oui. Alors écoute, c'est ce qui a représenté la part la plus importante de mon métier de free pendant ces 3 premiers mois, puisque la demande, donc Switch Collectif fait des bilans de compétences en collectif, du coup, et jusqu'à présent, on était surtout présent à Paris, et le online n'était pas hyper développé. Et en fait, en 2 jours, les équipes ont dû absolument tout passer en digital, et il y a eu une augmentation, mais genre de 130% des demandes. Donc, c'était plutôt les problèmes de riches. À savoir comment est-ce qu'on fait pour gérer toutes ces personnes, toutes ces questions. Et ça passait aussi par beaucoup de contenu qu'on a créé avec l'une des fondatrices, avec les 5 questions clés et des exemples de réponses, des exemples de voies justement qu'il est possible d'imaginer. Mais oui, évidemment que c'est le moment où tout le monde s'est soit retrouvé au chômage, mais sans rien à faire et sans pouvoir sortir. Donc tu m'étonnes que tu te poses 15 000 questions. Soit un boulot pas possible parce que je suis dans une grosse boîte et j'ai des réunions Zoom et de toute façon ma caméra elle est allumée toute la journée parce que je suis obligée de faire du présentiel. Donc en fait on s'est retrouvé aussi bien avec des aberrations de grands groupes pendant 2 semaines ils ne pouvaient pas bosser parce que les serveurs étaient saturés. Du coup il y en a qui bossaient le matin, il y en a qui bossaient l'après-midi. Donc aujourd'hui ça nous paraît buesque, mais en fait c'était aussi la réalité de certains grands groupes, mais genre SNCF et tout. Enfin on ne se parle pas de groupes de hyper vieillots. Et en fait, il fallait imaginer du contenu, il fallait garder de manière très économique ces gens en mode, ok, ils sont intéressés, du coup, comment est-ce qu'on les transforme pour en faire des clients Switch, quoi. Donc oui, ça a été une période intéressante. J'imagine. Et Céline, du coup, toi, en tant qu'employeur, de la part de tes équipes, est-ce que tu as eu des témoignages, des partages avec eux, des échanges avec eux qui t'ont interpellé? Et est-ce que ça a changé ton rapport au management? Merci. Alors, ouais, il y a une grosse question RH qu'on a dû gérer. En fait, pour nous, pour mon associé et moi, ce qui était hyper important, c'était de maintenir tous les emplois. Et donc, en fait, on a gardé tous les emplois. Donc, les 100 personnes, alors qu'on ne faisait absolument pas le chiffre d'affaires habituel. C'était super important pour nous de les garder tous, en fait, parce qu'on s'est dit, dans le milieu de la restauration, personne ne va les embaucher. Enfin, ils vont se retrouver à la rue. C'est des gens jeunes. Enfin, il faut qu'ils puissent payer leur loyer. Enfin, et du coup, donc, pour nous, c'était hyper important, en fait, de garder, vraiment de garder tout le monde et d'offrir ce salaire-là à tout le monde. Et en fait, ça a créé des frustrations en interne, des personnes qui ne comprenaient pas, en fait, pourquoi eux travaillaient, d'autres étaient en chômage partiel, pourquoi, en fait, ils auraient préféré être en chômage partiel, mais en fait, nous, on continuait comme notre activité pour maintenir le lien. Et alors que, pour nous, c'était comme une cause qui était très importante de maintenir les emplois de tout le monde. J'ai été assez surprise, en fait, de me rendre compte que certaines personnes ne comprenaient pas ce choix-là.
Moi, je ne me voyais absolument pas dire au revoir à 10 ou 15 personnes. Enfin, c'était pas possible. Et du coup, on maintenait ce cap-là de politique RH et on a dû faire face à des frustrations de certains de nos employés. On a maintenu le cap. La plupart des gens, finalement, ont compris, mais finalement, je pense que c'était vraiment une période où les personnes avaient besoin. Là, j'ai senti vraiment du coup le poids de la responsabilité en tant qu'employeur en fait je vais pas bien dans ma vie perso parce que c'est horrible Paris là, et en fait ils attendent du travail du coup que ça soit hyper qu'on leur offre en fait un environnement du coup qui compense en fait finalement la difficulté de leur vie au quotidien. Et là je me suis rendu compte mais en fait c'est pas non plus nous en tant qu'employeurs de tout donner en fait à la personne en termes d'épanouissement de vie, c'est-à-dire qu'on leur offre un épanouissement de vie dans notre cadre, mais en effet si à côté ça va pas, en fait on peut pas se porter non plus responsable de tout leur à côté. Et ça a été une vraie révélation parce que moi je m'étais toujours dit je veux que chaque personne qui viennent travailler à BAO soient heureuses quand ils arrivent le matin. Et du coup, le fait de les voir un petit peu patraques à cause de la situation, pour moi, ça a été quelque chose de très, très difficile. Et du coup, j'ai vachement remis en question notre management, nos valeurs. Enfin, j'ai tout re-questionné. Et en même temps, je me disais bien que la direction qu'on prenait, c'était comme pour nous, qui nous paraissait la plus juste. Et en fait, c'était juste le contexte global qui était très, très difficile. Et du coup, en effet, je ne pouvais pas non plus... même malgré toute l'énergie que je mettais, on a aussi aidé beaucoup de personnes, de SDF, en fait, des sans-abri pendant la période de grand froid. On a fait plein d'actions pour aider ces personnes-là et ça a motivé beaucoup les équipes parce ça avait vachement de sens. On a lancé vraiment plein de trucs. On a engagé les gens sur l'écriture du magazine. On a lancé plein de trucs pour justement essayer de faire en sorte que leur environnement de travail soit stimulant. Et en fait, je me suis rendu compte que malgré tout, ça ne compensait pas la morosité de la vie d'à côté. Et je me suis détachée aussi du fait que, en tant qu'employeur, on ne peut pas non plus tout proposer, quoi. On a fait notre maximum et voilà. Mais ça a été une très, très grande leçon. Et en vrai, je pense que j'ai énormément mûri. Cette année, j'ai l'impression d'avoir 40-50 ans dans ma tête, et alors que j'en ai 30, et vraiment ça a été j'ai énormément grandi, quoi. Du coup, je me permets de revenir sur ce que je disais en introduction. Est-ce que vous diriez que vous êtes différente aujourd'hui? Et on finira là-dessus. Oui et non, en fait. En fait, on est les mêmes. Moi, je me sens la même, mais disons que j'avais un peu oublié qui j'étais. Je m'étais perdue, je faisais plein de choses. Je me suis laissée envahir par la vie, le rythme effréné, et je me suis oubliée. Et donc, je suis la même parce que j'ai pas vraiment changé, mais j'ai pris conscience de qui j'étais un peu plus. Je suis retournée à des valeurs que j'avais quand j'ai démarré, en fait, parce que du coup, Friandise, je me projette sur d'autres choses. Et en fait, j'ai écouté la personne que j'étais à 18 ans, à 19 ans, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Et c'est un truc que je demande à toutes les personnes que j'ai en entretien, les freelances. Je leur dis, mais racontez-moi votre parcours en commençant avant le bac, en fait. Me racontez votre vie d'avant, en fait, d'où vous venez, ce que vous faites. Et en fait, je me suis appliqué ce truc-là que je m'étais jamais appliqué. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je ne m'écoutais pas assez et que finalement, il fallait que je revienne à mes aspirations du début. Donc, je suis la même, un peu plus mature, forcément, mais un peu plus consciente de celle que je suis au fond de moi, quoi. Je ne sais pas quoi répondre. Mais tu peux ne rien répondre. J'ai un peu plus de rides, mais enfin... non. Enfin, oui, forcément, on évolue, mais ça n'a pas apporté un changement drastique dans ma vie. Voilà. Et Céline, tu as un peu répondu déjà. Moi, je suis plus moi-même. Je me souviens très précisément que je disais à ma chef à un moment, un soir, où c'était compliqué, je disais, mais en fait, je suis 50% moi-même, là. Ça va pas, je suis que 50% moi-même dans ce que je fais, alors que j'avais monté le projet de mes rêves, que vraiment, j'étais dans quelque chose qui
qui m'épanouissait, mais je sentais qu'il me manquait, je ne savais pas quoi, il me manquait quelque chose. Et en fait, là, je sens que je suis à 100% moi-même. Et j'ai décidé en fait de casser toutes les barrières. Enfin, en gros, je me mettais beaucoup de barrières, tu vois, sur mère, entrepreneur. Enfin, en fait, dans ma tête, j'avais 15 000 barrières. J'ai décidé de faire tout sauter. Et du coup, et même si c'est pas accepté moralement ou normalement, enfin, si c'est pas les codes, on va dire, de société, même familiaux, culturels, traditionnels, exactement. Parce qu'en fait, je pense que moi, mais comme nous, je pense qu'on a beaucoup grandi dans des schémas en fait hyper classiques. Et en fait, au final, il y a des trucs qui me correspondent pas. Et en fait, voilà, j'ai décidé de faire ce que j'ai envie de faire. Encore plus. Alors pour clôturer cette causerie, je tenais, mais surtout on tenait avec Julie, Benjamin, Alexia et toute l'équipe de chez Simone déjà à vous remercier d'avoir accepté cette invitation, à vous remercier de nous avoir fait confiance pour ce premier événement, cette première causerie qui est un moment hyper important pour nous. Merci du fond du cœur. Merci à vous aussi d'être présente aujourd'hui pour ce moment super important. Merci à vous de nous avoir suivis en live et celles et ceux qui suivront également le replay. Merci de le regarder. J'en profite juste pour rappeler les 2 prochains rendez-vous du mois de septembre. On vous donne rendez-vous le 21 septembre pour une causerie sous la thématique Impact qui aura pour sujet Job en quête de sens à la poursuite de l'impact positif. Les speakers, je vous les annonce en exclu. On aura Souba Brunel qui est cofondatrice des Impactrices. On aura également Claire Pétro qui est créatrice des Pépites Vertes. Hélène de Vestel qui est fondatrice d'Edeni et une personne de chez Make Sense qu'on vous précisera très très vite. Et le 28 septembre, on organise un atelier développement personnel pour vous aider à trouver votre flow. Ça te parlera aussi, bah oui, avec Céline Deléo. Donc les formats ateliers, je rappelle, sont payants. On est sur des plus petits comités et vous repartez vraiment avec des outils concrets. Les inscriptions vont être ouvertes là dans les prochains jours, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour trouver votre flow. Merci beaucoup et à très vite pour un nouveau rendez-vous du campus. Merci. Et maintenant, on va pouvoir trouver les masques.